toute plateforme. Pour le moment, c'est beaucoup plus optimisé pour le mobile. Pour le web, ça commence à venir, mais c'est beaucoup plus optimisé pour le mobile. Alors, d'où son importance. Pourquoi? Parce que d'autres frameworks que vous connaissiez, par exemple comme Ionic ou Cordova pour les plus anciens, ou bien React Native, il y a une claire différence entre les trois. La différence entre Flutter, React Native et Ionic, c'est quoi? C'est que lorsqu'on construit des applications pour plusieurs plateformes, on a un ensemble de logiques qu'on peut suivre. Alors, la première logique, c'est quoi? C'est soit on décide de construire des applications avec des code base différents pardon, c'est-à-dire avec des sources code différents, soit on décide, et si on construit avec des sources code différents, à un moment donné, si l'application commence à grandir, si on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs, ça va devenir assez compliqué de garder une certaine conformité, une certaine consistance entre les deux applications. C'est pourquoi on a commencé à penser au framework cross-platform ou bien au framework multiplateforme, d'où Ionic. Alors, le problème avec Ionic, c'est que lui, il utilise ce qu'on appelle les WebView. Donc, lorsque vous écrivez votre code, en fait, c'est une page web que vous mettez en place et cette page web-là, en fait, est utilisée. Et cette page web-là utilise les composants, crée des composants qui sont exécutables sur la plateforme cible, quoi. Donc, et avec cela, on peut avoir des problèmes de performance. Et la troisième option, c'est soit utiliser un langage commun, soit utiliser ce qu'on appelle des ponts. Donc, par exemple, si vous prenez React Native utilise ce qu'on appelle un pont qui est fait en JavaScript qui va permettre de transformer le code JavaScript que vous écrivez en code natif pour la plateforme. Et la quatrième option, c'est ce qu'utilise Flutter. En fait, Flutter n'a pas de pont. Il n'y a pas de pont entre le code que nous écrivons et l'affichage, la visualisation d'éléments graphiques sur la plateforme cible. Alors, comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce que ça se fait? Je vais vous partager mon écran rapidement pour vous montrer l'architecture technique rapidement de Flutter. En fait, Flutter, c'est ce framework-là. Ce framework, il est fait avec quoi? Il est fait avec Dart. Dart, c'est un langage de programmation. Et on peut se rendre compte que là, en fait, l'incrustation dans le code, l'incrustation vers la plateforme ou bien le rapprochement avec la plateforme est assez réduit. Pourquoi? Parce que avec d'autres architectures comme l'architecture de la plateforme Android. Quand je parle de la plateforme Android, je veux dire cet élément-là qui nous permet de créer des applications Android. Je n'ai pas l'architecture devant moi, je vous en ai montré, mais il y a une claire différence. Accès à toute cette plateforme-ci qui est verte. Ça veut dire qu'il y a des éléments poussés de la plateforme auxquels tu auras accès et, dont tu n'as pas accès avec les autres frameworks. Ça, c'est l'un des premiers avantages de Flutter. Un autre avantage, c'est quoi? C'est que en fait, avec Flutter, quand tu développes avec Flutter, tu as accès à un ensemble d'outils de développement qui vont te permettre de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le hot reloading, c'est-à-dire la recharge ou bien le rechargement en live de ton application. Donc, pendant que tu es en train de coder, tu peux enregistrer et tu peux voir effectivement quelles sont les différentes modifications qui ont été faites au niveau de ton application. Et ça, c'est nettement intéressant comparé par exemple, moi, lorsque je développais avec Android, des fois, il fallait que je recharge effectivement l'application pour pouvoir voir les modifications. Ben, le voir tout à l'heure avec Flutter, c'est assez rapide. Alors, comme je le disais, Flutter utilise le langage de programmation Dart. Alors, Dart, il a deux modes de compilation. Alors, soit il peut être JT, en anglais on dit jittered, il peut être JT, c'est ce qui nous permet vraiment d'avoir ce hot reloading. Si vous avez des questions, vous notez à la fin, il y aura une séance, il y aura, à la fin, on pourra échanger. Vous avez des questions, notées. Donc, il pourra être JT et soit il peut utiliser le compilateur, le Ahead of Time Compilator.
Donc, pouvoir effectivement builder son application et le fournir au grand public. Alors, Ahead of Time Compiler, c'est un peu comme vous écrivez du CSS après, vous le minifiez pour qu'il soit plus léger, pour qu'il s'exécute beaucoup plus rapidement. C'est pourquoi les applications Flutter sont aussi réputées pour pouvoir s'exécuter assez rapidement. Alors, lorsque le code il est JT, il n'est pas hyper rapide. C'est pourquoi sur émulateur, lorsqu'on développe sur émulateur, il n'est pas hyper rapide. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas optimisé. Mais l'avantage qu'il nous fournit, c'est qu'on peut faire du hot reloading. Alors, il a ces deux fonctions-là. Soit il est JT, soit il est compilé en utilisant l'Ahead of Time Compiler. Et bon, techniquement, c'est ça. Donc, comme je disais, techniquement, c'est ça. Il utilise Dart. En fait, Dart, c'est un langage qui est. Si tu as déjà fait du Java ou bien tu as fait du JavaScript, alors tu seras très à l'aise avec Dart. C'est du bon sens. Tu n'as pas besoin d'aller relire carrément toute la documentation et tout. C'est un truc qui se fait avec le temps. Pendant que tu codes, tu découvres des fonctionnalités. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, en préparant cette session, j'ai découvert des fonctionnalités dont je n'étais pas au courant sur Dart, par exemple. Mais on découvre tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend constamment. Donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que c'est un nouveau langage de programmation. Vraiment, c'est très évident à prendre en main. Et autre chose qu'il faut noter techniquement sur Flutter, c'est que Flutter est composé de ce qu'on appelle des widgets. Tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont des widgets. C'est-à-dire quand vous avez votre application Flutter, tout ce que vous voyez sont des widgets. C'est-à-dire que ce soit un bouton, que ce soit un texte, que ce soit une couleur, que ce soit un espace, un padding, un margin, tout ce sont des widgets. Dart, c'est un langage orienté objet. La majorité des widgets, ce sont des classes que vous pouvez instancier. Et vous pouvez aussi créer vos propres widgets. Mais le plus souvent, ce n'est pas forcément nécessaire. C'est vraiment quand on commence à atteindre un certain niveau qu'on se sent obligé de créer ses propres widgets. Pourquoi? Parce que lorsque tu crées un projet, le framework, déjà en lui-même, il vient déjà avec un ensemble de widgets. Alors, il y a deux packages de widgets qui viennent par défaut. Il y a le package Material. En fait, Material, ce sont des widgets qui ressemblent, qui respectent les standards, même pas qui ressemblent, ce sont des widgets qui respectent le standard Material Design de Google. Et Cupertino, en fait, ce sont des widgets qui respectent le standard pour les applications iOS. Donc, lorsque tu développes, si tu veux que ton application ressemble vraiment poussé design iOS, tu utilises les widgets du package Cupertino ou bien tu utilises les widgets du package Material si tu veux que ça ressemble beaucoup plus à Material. Enfin, on verra ça tout à l'heure, mais le plus souvent, moi, j'utilise Material parce que avec Flutter, tu as la main sur les designs que tu mets en place. Tu peux customiser comme tu veux. Tu peux avoir le rendu que tu veux. Donc, des fois, pas besoin de se dire on va adapter pour Android ou bien pour iOS. Mais bon, il y a des personnes qui veulent vraiment avoir quelque chose de. OK. Voilà. Donc ça, j'ai déjà parlé de ça. Et pour conclure, en fait, les bénéfices de Flutter, je vais revenir pour conclure. En fait, comme je disais, tu as vraiment la main, tu as vraiment le contrôle entier sur le design que tu fais. Vous allez voir, lorsqu'on développe, les widgets que l'on met en place, c'est une arborescence, en fait, c'est une arborescence de widgets. Donc, si je veux créer un texte, j'ai une classe texte que j'utilise. Si je veux designer ce texte, j'ai une classe style. Si je veux utiliser une couleur, j'ai une classe couleur, ainsi de suite. Donc, tu as vraiment le contrôle sur ce que tu veux faire. Il y a des opérations beaucoup plus poussées que l'on peut faire. Je vais vous montrer un exemple d'opération poussée que l'on peut faire. Comment est-ce qu'on peut dessiner carrément? C'est-à-dire, c'est carrément fou, quoi. Tu peux dessiner ce que tu veux à l'écran. Avec un peu de pratique, ça devient naturel. Pour nous, parce qu'on n'a que 30 minutes, il y a certains trucs que j'ai déjà codés en avance qu'on va juste réutiliser. Mais il y a des trucs qu'on va coder il est free, c'est open source. Alors, pourquoi est-ce que c'est free? Pourquoi est-ce que c'est open source? Alors, c'est open source, c'est à prendre avec des pincettes. Au début, Flutter était open source de chez open source.
Mais à un moment donné, non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas ça en fait. Mais bon, Flutter, il est free et il est open source. Pourquoi est-ce que je voulais parler au début? En fait, je voulais parler de Fuchsia. Pour ceux qui ne connaissent pas Fuchsia, en fait, c'est je vais me dire, c'est la raison la plus importante pour laquelle je me suis lancé sur Flutter. Parce que Fuchsia, c'est le futur. Moi, je l'appelle le système d'exploitation du futur. Alors, c'est un système d'exploitation qui est développé par Google. Je crois que jusqu'en 2015, il était encore sur GitHub, il était accessible de tous. Mais ça a changé entre-temps. Google l'a refermé, c'est-à-dire ils ont repris ça en développement, fermé, c'est-à-dire c'est maintenant développé en interne par les développeurs de Google. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Fuchsia va s'exécuter sur toutes les plateformes. Quand j'ai sur tout type d'équipement, que ce soit téléphone, portable, je sais pas, IoT, Fuchsia va s'exécuter. Et ça sera vraiment un système qui va changer la donne. Vraiment, ça va changer la donne. Alors, je me suis dit, s'il y a ce système qui va changer la donne et qui a Flutter qui a été mis en place et qui est censé mettre en place, qui est censé nous aider à mettre en place des applications qui vont tourner sous Fuchsia, alors ce serait assez, on va dire, bête pour nous de ne pas profiter. Ok, ce serait assez bête pour nous de ne pas pouvoir profiter de cela. Et il faut profiter de cela dès maintenant. Il faut comprendre qu'il y a ce système d'exploitation qui sera mis à la disposition du grand public peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, même si c'est dans 5 ans. Il faut se dire qu'il faudrait que lorsque ça sorte, qu'on soit prêt et qu'on soit les premiers à pouvoir proposer des applications sur ce système-là. Et du moment où tu es prêt à proposer des applications pour ce système, je te laisse imaginer les opportunités qui viendront à toi. Donc, non seulement Flutter sera disponible sur toutes les plateformes, mais en plus, parce qu'il y a Fuchsia qui arrive, qui sera aussi exécutable sur toutes les plateformes, on ne parlera plus que de développeurs Flutter. Donc, il faut essayer de voir dans le futur. Moi, j'ai essayé de m'aligner à la stratégie de Google et je me suis dit, ils ont commencé Fuchsia, c'est-à-dire Fuchsia a commencé et ils ont aussi commencé Flutter en parallèle. Puis ils ont refermé Fuchsia, mais Flutter continue à être utilisé. Et Flutter est vraiment poussé, c'est-à-dire ils font vraiment tout pour pouvoir pousser les gens à utiliser Flutter. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que lorsque ça sorte, qu'il y ait une communauté qui puisse développer des applications assez rapidement. Parce que ce qui fait un système d'exploitation, c'est la communauté de développeurs qui développent ces systèmes, qui développent des applications pour ces systèmes-là. Et ça, il faut être prêt pour cela. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire techniquement et théoriquement sur Flutter. Et si vous n'êtes pas toujours convaincu, du moins pour ceux qui ne sont pas convaincus, on va faire une petite séance pratique et on va voir ce que ça va donner. Alors, notre séance, elle sera beaucoup plus basée sur la mise en place d'interfaces. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre en place une petite interface graphique, si je viens de dire, on va essayer. On va essayer. J'espère qu'on va pouvoir le faire. On ne pourra pas mettre les deux, on va essayer de mettre juste celle-ci en place. Mais avant d'y arriver là, on va d'abord parler de comment est-ce qu'on fait pour pouvoir commencer à développer sur Flutter. Alors, pour pouvoir commencer à développer sur Flutter, je vous conseille de commencer là. Vous allez juste sur flutter.dev et il y aura un bouton Get Started qui va qui va vous indiquer où est-ce que vous pourrez commencer. Si vous voulez travailler sur Windows, Mac ou Linux, vous choisissez. Moi, je choisis Windows et vous téléchargez le Software Development Kit de Flutter. Vous le téléchargez, vous l'installez. Sous Windows, c'est très facile. Tu copies juste ça, tu colles chez toi, tu installes. Et la prochaine étape que moi je conseille, c'est d'installer Android Studio. Moi, j'utilise Android Studio. D'autres utilisent VS Code, mais moi, je préfère utiliser Android Studio parce que j'ai une petite expérience sur IntelliJ IDEA qui est sur lequel se base Android Studio. Et les raccourcis, en fait, j'ai déjà une notion assez avancée des raccourcis, donc je préfère utiliser Android Studio. Alors, comment est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on configure son IDE?
Vous venez sur ce lien et vous aurez forcément, vous n'aurez qu'à lire ceci. On ne va pas le faire ensemble, moi je l'ai déjà fait. Ce qui nous intéresse, c'est le code. Alors, ça c'est la troisième et la dernière étape pour pouvoir avoir une application mise en place. La première partie de notre pratique va consister à générer cette application-ci et je vais essayer de vous expliquer en fait comment est-ce que ces éléments-là sont compilés. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que, comme je l'ai dit, avec Flutter, on a tout est widget. Mais on peut avoir plusieurs types de widgets. On a des widgets qui sont stateful et on a des widgets qui sont stateless. Stateful, ça veut dire qu'il est au courant de l'état de notre application, des données de notre application. S'il y a une donnée qui change, il est au courant. Donc, on peut effectivement s'appuyer sur cela pour pouvoir recharger l'écran, modifier l'écran et faire plein de trucs. Donc, c'est la première des choses qu'il faut retenir lorsqu'on veut travailler avec Flutter. Donc, moi, ce que je vais faire, on va générer une nouvelle application. File, new Flutter project. Et on sélectionne Flutter application. Alors, project name, vu que c'est un to-do list que l'on va faire, je vais appeler cela. Comment est-ce que je vais appeler ça? Bon, je vais appeler ça comme ça pour que ça ne ressemble pas. Je vais appeler ça phonolist, Flutter, et je vais choisir un autre dossier là. Vous choisissez le dossier où vous souhaitez. Just see funny to-do list. Donc, lorsqu'on va donc créer cela, lorsqu'on va créer cette application, bon, moi je mets le package com.0filtre. En fait, 0filtre, c'est ma petite entreprise, donc je mets toujours ce nom de package là. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, bien sûr. Puis, lorsque vous cliquez sur Finish, il va générer l'application par défaut qui se trouve là sur la documentation. Okay, il va générer cette application-là par défaut qui consiste à faire quoi? À cliquer sur un bouton là, qui consiste à cliquer sur le bouton et voir ce nombre aussi s'incrémenter, quoi. Donc, pour le moment, c'est juste ça. Donc là, il me demande, on va ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre. C'est ça, là. Voilà. Donc, on va ouvrir ça dans une nouvelle fenêtre et ça s'est ouvert là. Je vais déplacer cette fenêtre-ci sur un autre écran pour que ça ne vous gêne pas. Ok, donc je vais essayer de zoomer le code pour que tout le monde puisse bien voir. Alors, lorsqu'on génère une application Flutter, c'est l'architecture de l'application. Là, c'est le code natif iOS qui est généré et là, c'est le code natif Android qui est généré. Alors, le code de notre application, il se trouve là dans un fichier main.dat. Comme je l'ai dit, c'est avec le langage de programmation Dart qu'on l'utilise. Alors, dans le fichier main.dat, on voit que à la base de notre application, qu'est-ce qu'on a? On a une classe qui étend ce qu'on appelle un stateless widget. Comme je l'ai dit, il y a les widgets sans état et les widgets avec état. Alors, notre stateless widget, qu'est-ce qu'il contient? À la base de toute application Flutter, à la majorité du temps, on a ça, ce Material App. Okay, on a ce Material App qui est aussi un widget. C'est une classe qui retourne ceci. Vous allez reconnaître, pour ceux qui font du Java, vous allez reconnaître un peu les patterns qui sont utilisés. Là, on a cette méthode qui est en override. Ça veut dire quoi? Que cette méthode-ci a cette méthode de build et qui est redéfinie par cette classe-ci, par notre classe MyApp. Ouais, donc je vais lancer l'application. Alors moi, j'ai configuré un... alors, où est-ce que je peux déplacer ce truc? Allô? Oui. Oui, bonsoir. En fait, on ne voit pas l'écran du code. Pour l'instant, c'est l'écran de la présentation Flutter qu'on voit seulement. Ah, vous ne voyez pas l'écran du code? Non. Bon, attendez, je vais arrêter le partage et redémarrer le partage.
OK, il serait intéressant de laisser des messages pour ne pas perturber la session, de laisser les messages dans le fil de discussion. Donc, merci déjà pour la compréhension. Et activities. New data que je vais appeler activity screen. Alors, la nomenclature n'est pas la même qu'avec du Java ou bien du JavaScript. Ici, lorsque vous créez des fichiers dates, il est mieux de créer avec des underscores, comme vous le voyez là. Et dans la classe, utiliser des noms de ceci, en fait, c'est l'écran dans lequel je vais afficher ceci que non, ça sera un stateful widget, non un stateless widget. Donc, j'ai pas besoin en fait de retenir quelqu'un qui est dans cette classe-ci. Alors, ce qui est bien, c'est que tu peux taper juste le STL, il te propose cela. Donc là, on aura activities, je vais l'appeler activities, et je vais implémenter stateless widget. Comme je disais, ce sont des widgets qui sont déjà disponibles dans le framework. Donc là, je vais utiliser le package material. Si j'utilise le package Cupertino, mes widgets vont ressembler au widget d'iOS. Bon, là, je suis sur Android, donc j'utilise le package material. Donc là, on a notre container et là, je vais donc revenir ici dans mon middle et ce que je vais faire au lieu de retourner un container vide, je vais retourner activity avec ES. Et là, il va me demander d'importer activity sauf que je l'ai appelé Juno. Il va me demander d'importer activities. OK. Donc, jusqu'à présent, il n'affiche rien, ce n'est que normal. Il va falloir que je rentre parce qu'ici, je retourne toujours un container. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? On va donc commencer à coder notre activité. Alors, ce qu'il faut faire lorsque vous voulez mettre en place des interfaces graphiques, il faut déjà se demander quels sont les composants. Ici, je vois qu'on a un élément là, un élément là, un élément là, un élément là, qui sont alignés de façon verticale. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on aura une colonne. Okay, on aura cette colonne-là et on aura cette colonne avec un ensemble de lignes. On a une colonne avec des lignes. Donc, on va déjà retourner. Alors, l'élément de base d'une application Flutter, c'est le scaffold. Scaffold, en fait, il nous permet d'avoir une application. Il nous permet d'avoir une application avec un background déjà qui va prendre tout l'écran. Il prend le blanc normalement. Pourquoi? Parce que dans ma classe principale, j'ai défini scaffold background color color.white. C'est pourquoi il prend le blanc par défaut. Alors, quelles sont les propriétés d'un scaffold? Donc, c'est comme ça qu'on construit des widgets sur Flutter. Alors, tu mets le nom de la classe, tu rentres dans la parenthèse et tu commences à réfléchir aux propriétés. Et une classe, soit elle a une propriété body, soit elle a une propriété child ou bien children, dans le cas où elle prend plusieurs enfants. Alors, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on aura une colonne. Mais c'est toujours bien d'emballer ces différents éléments dans un container parce que le container, tu peux définir des décorations dessus ou bien tu peux définir
des mesures, la taille, la hauteur, ce genre de choses. C'est bien d'avoir un container. C'est comme quand tu programmes, quand je fais la programmation web, tu as des containers dans lesquels tu mets tes différents éléments. Donc, ce sont des composants, on va dire, logiques, qui ne sont pas vraiment visuels. Alors, comme je l'ai dit, notre container, il aura quoi donc? Il aura une colonne. Donc, c'est donc dans cette colonne-là qu'on va afficher nos différents éléments. Et une colonne, automatiquement, elle prend quoi? Elle a plusieurs enfants. Donc, j'ai dans une propriété children ici. Et dans la propriété children, on aura dans nos différents éléments. Je vais commencer par le premier élément, c'est-à-dire cette icône-ci. Alors, cette icône-ci, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais la mettre dans une ligne et je vais demander à cette ligne-là d'aligner tous ces enfants en début, c'est-à-dire du côté. Donc, je fais ici, et toujours, je mets ma virgule, je rentre à l'intérieur. Et qu'est-ce que je fais? Je vais à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura? Une icône. Donc, on aura ce widget-là, icon. Et icon prend quoi en paramètre? Toujours, je mets ma virgule. Et il prend en paramètre. Bon, je vais mettre quelque chose qui ressemble à cela. Parce qu'on a icon. Fan. C'était quoi déjà le nom? AC unit. Voilà, ça ressemble à ça. AC unit. Et color. On va mettre colors.black pour que ça se voie bien. Et qu'est-ce qu'on pourra mettre d'autre? On pourra aussi modifier la taille de cet élément-là. On va mettre ça à 40. Alors, une row a des children, c'est pourquoi cet élément-ci s'affiche en rouge. Children, et c'est dans children que je mets cette icône-là. Donc là, effectivement, on a notre icône qui s'affiche, mais elle s'affiche un peu trop loin. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un padding autour de cette étoile-là pour qu'elle puisse s'afficher normalement. Alors, quelque chose de cool qu'il y a avec Flutter, ou du moins avec les outils de développement de Flutter, c'est que tu peux créer des paddings encadreurs qui encadrent le truc assez facilement. Donc ici, si je me place sur cet élément-là et je fais Alt Entrée, il me propose de l'encadrer avec un widget, avec un center, avec une colonne, un container, ou ce que je veux. Il me propose même d'ailleurs de supprimer le widget. Des fois, il me propose même de décaler le widget dans l'architecture un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas. Donc quand j'encadre cela avec un padding, par défaut, il met un padding un peu de partout, c'est-à-dire en haut, en bas, à droite et à gauche, et il le met à 8. Donc si je fais, on voit effectivement qu'il y a un padding qui a été créé. Moi, je veux un padding beaucoup plus personnalisé. Donc, je vais faire un add inset .only, et quand je fais un only, je peux personnaliser le haut, le bas, et je peux le faire personnellement. Donc, on va mettre un top 90, on va mettre un left. Et voilà, donc maintenant, ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on avait. Donc là, on était donc en train de modifier le premier élément de la première colonne. Et si vous mettez les virgules automatiquement après avoir défini chaque élément, si vous faites un CTRL-ALT-L ou IntelliJ, en tout cas, il va auto-formater. Et là, on voit clairement où est-ce qu'on est. Par exemple, je sais que j'étais dans ma colonne, je sais que je suis ici. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux maintenant définir cet élément-ci. Donc, je viens dans ma colonne, après ma ligne, ici. Et je continue à définir mes éléments. Alors, ma colonne, elle est là. Donc, je vais me placer ici, là. Et je vais rajouter un autre élément. Alors, l'autre élément que je vais rajouter un espace. Alors, pour ajouter un espace dans une colonne, c'est assez simple. J'ai ce qu'on appelle un size box. Alors, un size box, si je veux rajouter un espace vertical, je mets
une hauteur. Ici, je vais définir une hauteur de 60. OK, je n'oublie pas de mettre la virgule parce que je vais pouvoir voir où je suis. Donc, je définis une hauteur de 60. Donc, il y a un espace qui se sera créé entre mon étoile et l'élément que je vais mettre juste en bas. Alors, juste en bas, moi, je vais définir une autre ligne. Je veux faire ceci. Je veux mettre cette ligne-ci, ce texte-ci et cette ligne-ci. Ça nous donne 3 enfants. On aura dans le children, le premier enfant, ça sera un container. Alors, le container, un container que je vais décorer quoi, pour pouvoir avoir cette ligne-là. Le container, il aura quoi? On va mettre un padding edge inset dot symmetric. Alors, quand j'utilise le edge inset dot symmetric, ça veut dire que je vais utiliser le même padding de façon horizontale ou bien de façon verticale. Donc ici, je mets edge inset dot padding. Donc, je mets un padding de 10 parce que je veux que la ligne soit décalée de 10. Je vais soit décalée de 10 de part et d'autre, à gauche et à droite. La hauteur, je vais mettre une hauteur de 1. Alors, ici, ce sont des unités logiques, ce ne sont pas des pixels, donc dépendamment de l'écran, il va pouvoir modifier cela. Et je vais mettre une largeur de 75. OK, donc ce container-ci, et je vais mettre une couleur. Ouais, je vais mettre une couleur parce que là, sur la maquette, on voit bien que la couleur, elle est gris, color.gray. Donc, j'ai ma petite couleur là, je regarde ce que ça donne. Là, on voit bien qu'il y a ma ligne qui a été affichée. Alors, je vais profiter pour mettre aussi la seconde ligne. Donc, je vais juste copier ça. CTRL-C. Et là, je vais mettre CTRL-V. Donc là, on a la seconde ligne qui est affichée. Maintenant, il faut mettre des éléments entre les deux lignes. Donc, je vais déjà créer un size box pour espacer les deux éléments. Size box. Et le size box, comme je l'ai dit, on peut mettre un espace horizontal ou bien vertical. Ici, je vais mettre un espace horizontal. Et pour cela, je dois définir la largeur du size box. Et je vais définir une largeur à 50. CTRL-L. Donc là, on voit effectivement qu'il y a un espace qui s'est créé entre les deux. Je vais rajouter un size box parce que j'ai un texte à mettre entre les deux éléments. CTRL-S. Et maintenant, je me place entre les deux size box et c'est là à l'intérieur que je vais définir mon texte. Alors, pour définir un texte customisé avec Flutter, tu peux soit utiliser soit tu peux utiliser ceci texte, soit tu peux utiliser un rich text. Moi, je vais utiliser un rich text. Pourquoi? Parce que là, c'est un texte, mais on a deux styles différents pour le même texte. Genre, je ne vais pas aller créer, je ne vais pas me compliquer la tâche, je vais juste utiliser un rich text qui me permet de définir des portions de texte. Donc ici, on aura quoi? On aura dans rich text, voilà, c'est bien ça, rich text. Et il prend quoi en paramètre? Il prend un texte en paramètre et la valeur de ce texte-là, ça sera un text pan. Alors, dans mon text pan, un text pan, il va prendre quoi? Il va prendre mes différentes portions de texte. Donc, vu qu'il a plusieurs portions de texte à gérer, il va prendre des enfants, des children. Donc, il a plusieurs éléments à gérer. Et ça, c'est un tableau. Alors, dans mon tableau, qu'est-ce que j'aurai? Je vais donc définir mes différents éléments. Donc, le premier élément, c'est un text pan. Et lui, il va prendre maintenant la valeur du texte que je souhaite utiliser. Donc là, je vais mettre par exemple task parce qu'on veut avoir task list. Et il va prendre aussi un élément de type style. Alors style, c'est une balise qui va me permettre, bon, je dis balise pour que vous compreniez, c'est une classe style qu'on peut
35, pardon. Alors, ces valeurs-ci, je ne les devine pas, je les ai testées, c'est pourquoi je me permets de les utiliser comme ça. Font weight, ça c'est pour la grosseur des caractères. Font size, pour la taille du texte, on va utiliser 35. Et on va mettre un espacement de lettres. On va mettre ça en blanc. Colors.black et font family. Bon, on va pas utiliser font family puisqu'on n'a pas importé, des fontes dans notre projet. Et si je rafraîchis, pour le moment, on a ça. OK, on a notre premier texte. On n'oublie pas de rajouter les virgules à la fin de chaque parenthèse pour que ça puisse formater automatiquement. Je vais donc rajouter un deuxième texte pan. Je vais simplement copier ceci. Et je vais coller ça en dessous. Et là, je vais mettre liste. Alors, pendant que je code, vous allez vous rendre compte qu'il y a des éléments qui commencent à se répéter. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des éléments qu'il va falloir commencer à factoriser dans certaines parties du code. Bon, ça ne va pas perdre le temps pour le faire, mais c'est pourquoi vous voyez, je duplique juste des trucs, mais normalement, il faut factoriser cela. Donc ici, au lieu d'utiliser la couleur blanche, je vais utiliser du gris, et normalement, ça devrait aller. Voilà, donc là, on a notre task list, et celui-ci n'est pas au fond. Alors, qu'est-ce qu'on va augmenter? Celui-ci ne se situe pas au fond. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va définir, en fait, on va dire à notre couleur, à notre ligne, pardon. On va dire à notre ligne comment est-ce qu'elle aimerait qu'elle assemble ces éléments. Parce qu'il faut savoir que ces trois éléments que l'on a définis sont définis dans cette ligne-ci. Alors, quand on a une ligne, on peut définir la façon dont elle va aligner les éléments en utilisant Main Axis Alignment ou bien Cross Axis Alignment. Si je suis dans une ligne et je mets Main Axis Alignment, c'est-à-dire je veux lui dire comment est-ce qu'il aligne les éléments horizontalement. Il y a plusieurs valeurs. Moi, je vais lui dire qu'il fait un Space Around pour pouvoir aussi faire un Cross Axis Alignment pour lui dire comment est-ce qu'il va aligner de façon horizontale, quoi. Voilà, et ça c'est pour le premier élément. On va essayer de rajouter ceci et après on va apprendre les questions. Malheureusement, on ne pourra pas faire ceci, mais pendant les questions, vous pourrez me dire si vous voulez qu'on fasse ceci, on le fait rapidement, si les questions ne sont pas si importantes que ça. Donc, on va rajouter ce petit élément-là. Pour le rajouter, qu'est-ce qu'on va faire? On est à ce niveau-ci. Okay? Donc, je suis toujours dans ma colonne du début. Ma colonne, elle est là. C'est-à-dire, ça, c'est la ligne. Ça, c'est le tableau des enfants de ma colonne. Et je me place juste en dessous pour pouvoir ajouter mon élément suivant. Alors, je vais créer un petit espace. Pareil, size box. Ça doit déjà être... ça devrait déjà être assez automatique. Et je vais créer un size box non pas d'une... Alors, c'est une hauteur que je vais créer. Là, je vais créer un size box entre ça et ça. Donc, c'est une hauteur que je souhaite créer. Donc, un size box d'une hauteur de 50. Et là, je vais dessiner un petit box. Donc, je ne vais pas faire exactement ceci, ce petit carré-là, parce que c'est un peu, on va dire, c'est beaucoup plus compliqué à faire. On va juste mettre un truc là avec une croix au milieu. Donc, j'ai défini mon size box, puis je me place après mon size box. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc créer un container. J'utilise beaucoup les conteneurs parce qu'ils me permettent vraiment de dessiner ce que je veux à l'écran. Et dans mon container, je vais définir une taille de 50, une largeur de 50. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais créer une décoration. Alors, cette décoration-là, elle va me permettre de colorier mon container et de lui donner une certaine forme.
Donc, dans ma décoration, une box decoration, qu'est-ce qu'elle prend en paramètre? Moi, ce que je veux faire, c'est un border radius. OK. J'ai envie de faire un border radius. Bon, je vais déjà définir la couleur de mon container. Et je vais faire ça dans un border radius. Voilà. Donc, un border radius, il prend un élément de type border radius. En général, c'est ça. Hein. Donc, quand tu tapes border radius, tu commences déjà à taper le nom de la classe qui correspond à l'élément que tu as tapé. Et moi, je vais mettre un border radius.all parce que j'ai envie d'arrondir les cadres, d'arrondir les bordures de tout mon cadre. Et je vais mettre un radius.circular et je vais mettre 5.0. Ça, c'est vraiment pour le degré d'arrondi. Là, pour le moment, on va rien voir. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore mis la couleur. Alors, toujours dans ma décoration, je vais mettre la couleur. Une couleur, on va mettre colors.gray. Donc, tout est vraiment classe. Et là, normalement, si je réfléchis, on voit bien qu'il y a un autre élément qui est affiché. Je n'oublie pas la virgule pour que ça garde une certaine... on a ça. Puis, j'ai envie d'afficher une petite croix blanche à l'intérieur. On n'oublie pas, je suis dans un container. Là, c'était juste la décoration. Et je dois définir l'élément fils du container. Alors, l'élément fils du container, je vais définir une icône, comme on l'a fait tout à l'heure avec l'étoile blanche, là, avec l'étoile noire là, pardon. On va définir une icône et qu'est-ce qu'on va utiliser? Cette fois, on va utiliser icons.add. Il y a forcément un add quelque part là. Donc, icon.add, je définis la couleur colors.white. Colors.white. Et normalement, quand j'enregistre, on voit bien qu'il y a la couleur qui s'affiche. Autre chose que je dois mettre en place, c'est un texte. Il y a un texte que je dois mettre en place juste en dessous là, add task. Alors, comme vous le devinez, je vais d'abord ajouter un sizebox, puis je vais rajouter mon texte. Donc là, j'ai mon icône que je viens de définir. Je sors déjà de ce container. Puis je vais rajouter un sizebox. Je vais mettre une hauteur de 10, de 20 peut-être, pour voir ce que ça va donner. Et juste après mon sizebox, je vais mettre un texte. Je vais utiliser un texte simple cette fois, pas besoin de me compliquer la tâche avec un texte, avec un rich text. Alors, dans mon texte, ce que je fais, c'est que je commence par mettre la valeur de mon texte. Donc, ça sera add task. Puis après, je me charge de styler mon texte. Donc, ça se fait avec la clé style. Et ça prend un élément de type text style. Donc, on aura comme couleur ici, on va mettre colors.gray. Ouais, on utilise beaucoup de gris. C'est pour l'uniformité de l'interface graphique. On va mettre colors.gray, c'est parce que je veux aussi je me fie aussi à la maquette qui a été mise en place. Alors, la maquette, c'est pas moi qui l'ai mise en place. Juste pour et j'ai aussi eu à publier des astuces sur les designs. Ce design-ci, je l'ai pris sur Dribbble. Quand je fais un truc, si je suis en manque d'inspiration, je vais juste sur Dribbble et après, je me bats pour pouvoir faire l'interface graphique avec Flutter. Voilà, donc c'était juste entre parenthèses pour les designers. Donc là, on a bien mon texte qui s'affiche juste en dessous, add task. Ça commence à ressembler à ça un tout petit peu. Bon, on va essayer de prendre les 6 minutes qui restent là pour pouvoir faire au moins apparaître ces éléments-ci. Sans ça, on aura l'impression qu'on n'a rien foutu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, ici en bas, comme vous vous rendez compte, ici, c'est une liste déroulante, mais ici, c'est une liste déroulante horizontale. Et là, à l'intérieur, on a une liste déroulante verticale. Désolé, on ne pourra pas faire tout. On va juste essayer d'afficher cette liste déroulante horizontale. Alors, pour afficher une liste déroulante horizontale, on utilise, pour afficher des listes déroulantes en général, on utilise ce qu'on appelle des listes view. Avec Flutter, ce sont des listes view, ce sont des widgets qui nous permettent de le faire. Et c'est donc ce qu'on va faire. Donc, je suis toujours dans ma colonne ici.
Je suis toujours dans ma colonne et tout ce que je fais, c'est que je me place ici en bas au dernier élément de ma colonne et je ne vais pas tout faire dans une seule classe. Moi, je vais créer une autre classe que je vais appeler ici Activity Carousel. C'est un carrousel, effectivement, et je vais aller créer cette classe carrousel. Alors ça, c'est un widget. Donc, je vais donc créer mon widget ici, New Dart File, Activity Carousel. OK. Et moi, on peut faire en sorte que ce soit un stateless widget. Je vais zoomer. Faire en sorte que ce soit un stateless widget. Et pour être sûr que je ne me trompe pas, je vais simplement copier ça. Et aller. Donc là, je vais importer ceci. J'importe de Material. Vous pouvez importer de Cupertino si vous voulez. Et c'est ici à l'intérieur que moi, je vais construire mon carrousel. Bon, on va le faire assez rapidement. Alors, mon carrousel, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un container. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais utiliser les éléments de ça. Je vais utiliser les éléments de mon modèle. Donc, attendez, déjà, j'importe ça pour qu'il nous retire les rares. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre erreur ici? Ouais, j'ai mis ça en dehors du tableau. Je dois mettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est pourquoi c'est important de bien mettre ces virgules-là. Sinon, après, on ne se retrouve pas très facilement. Là, je me suis retrouvé facilement parce que j'avais ce commentaire-là, widget qui est mis automatiquement. Donc, je disais que dans mon activity carousel, ce que je vais mettre en place, d'ailleurs, pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans le modèle? Bon, c'est une erreur. Normalement, ça ne devrait pas être dans le modèle, ça devrait être à l'extérieur du modèle. Donc, j'ai mon activity model ici où j'ai défini 3 activités. OK, et c'est ces 3 activités-là que je vais charger. Donc, je les ai appelées The Activities. Et ce sont ces 3 activités-là que je vais charger dans mon carousel. Je ne pourrais pas charger leurs tâches, mais on va charger au moins ces 3 activités avec leur nom. OK. Donc, je reviens dans mon carrousel ici. On aura dans ce container, donc première chose que je vais faire, je sais qu'il y a des éléments que je vais utiliser constamment, comme par exemple la taille de l'écran, parce que pour ce carrousel-là, on peut voir que là, par exemple, il prend presque la largeur de l'écran. En hauteur, là, il prend presque la largeur de l'écran et que chaque élément correspond à la largeur de l'écran divisé par 3. Donc, j'aurai besoin de la largeur de l'écran. Comment est-ce que je fais pour récupérer la largeur de l'écran? La largeur de l'écran se récupère avec ce qu'on appelle des thèmes data. Alors ici, et ça se récupère dans quoi? Dans thème dot of context. Et pour le moment, je déclare juste cette variable et la largeur de l'écran screen with dth qui sera égal à quoi? À media query dot of context dot size dot width. Voilà, donc ça c'est la largeur d'écran que j'ai récupérée. Alors dans mon container, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir la hauteur. Alors si je ne définis pas une hauteur ou bien une largeur, il y a de fortes chances que j'ai des erreurs tout à l'heure parce qu'il va me dire tu essayes de définir une liste, mais tu ne me donnes pas une certaine limite. Alors la liste va chercher automatiquement à prendre tout l'espace disponible. Et comme je n'ai pas donné d'espace, alors ça veut dire que je lui demande de prendre l'espace infini, ce qui va générer forcément une erreur, quoi. Donc mon container, je définis dans cette largeur-là. Et mon container aura donc comme enfant ce formule-là. Il prend un index. Vraiment, pour ceux qui ont l'habitude de ce genre de choses, et vous allez vous rendre compte que ça va vraiment de soi, quoi. Et ça, c'est une fonction. Voilà. Dans mon donc, alors c'est
non, il y a une erreur que je fais quelque part. Item Builder, il prend ça. OK. Attendez, je vais enlever ça. Child. OK, il y a ça que j'ai mis que je devrais pas mettre. OK, donc il prend un list view.builder. Il prend un item builder. OK. Et à côté de l'item builder, il prend aussi un index. Voilà. Et l'item builder, c'est quoi? L'item builder, c'est une fonction. Donc ici, on va définir une fonction et la fonction build context qui va nous permettre de récupérer les différents éléments du contexte et un index. Ouais. C'est ça. Et ça, c'est une fonction. Voilà. On n'oublie pas pour ne pas avoir à s'embrouiller tout à l'heure. Voilà. OK, donc il prend dans cette fonction item builder dans laquelle on va définir comment est-ce qu'on construit ces éléments-là. Et à côté de item builder, il prend un item count. Alors notre item count, c'est quoi? Notre item count, ça sera le nombre d'éléments que l'on a dans notre activities model. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre deux activities.length. Donc, il prend un item builder qui va définir comment est-ce qu'on construit les éléments et là, on lui passe le nombre d'éléments que l'on aimerait qu'il construise. Alors, il va construire élément par élément. Donc, l'élément courant qu'il est en train de construire, c'est quoi? C'est the activities et qui prend en paramètre l'index. Donc, on récupère l'activities qui se trouve à l'index. Donc, il va incrémenter ces index-là, il va se baser sur item count et il va faire une boucle sur cet item count et à chaque fois qu'il va récupérer un élément, il va instancier notre activities. Et c'est comme ça qu'il connaît l'activities courante que nous sommes en train d'utiliser. Donc, on va retourner quoi? Bon, ça, je vous montre, mais ce n'est pas obligé qu'on le fasse. Un gesture detector, c'est pourquoi? Parce que forcément, quand on construit une liste pareille, c'est pour pouvoir cliquer dessus par la suite. C'est pas juste pour qu'elle puisse être visible, c'est vraiment pour qu'elle puisse être cliquable. Dans notre gesture detector, il aura quoi? Il aura une méthode onTap qui va préciser ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur sur cet élément-là. Donc, on tape, il va faire quoi? Il va utiliser le navigator. Navigator, comme vous l'entendez, c'est navigator, pour pouvoir pusher. Pusher, c'est quoi? C'est ouvrir une nouvelle page. Alors, lui, il va prendre quoi en paramètre? Il va prendre le contexte et il va prendre une route. Donc, on demande au navigateur de pusher vers une nouvelle route. Il va prendre Material Page Route. Et comment est-ce qu'il construit cette Material Page Route a aussi un builder. Bon, on va pas trop s'attarder dessus. Ça sera le même code un peu de partout. Chaque fois que vous allez vouloir pousser une page, vous utilisez cela. Donc ici, je veux mettre le nom de la page que je souhaite pousser. Activity Detail Screen. Dans le cas où je souhaite afficher une autre activité. Là, il met en rouge, c'est normal. C'est pourquoi? Parce que il met activity parce que je n'ai pas créé cela. OK. Bon, on va aller créer cela, on va importer, même si on ne met rien à l'intérieur pour le moment. Donc, je vais créer ça, new date file activity detail screen. Et ça sera, on peut mettre là, on met un stateless. Et une fois de plus, je viens copier ça. CTRL-C, CTRL-V. Et j'importe ça. À un moment donné, ça, non, c'est pas Cupertino que je vais importer ici. Matériel. À un moment donné, ça devient mécanique, quoi. Voilà, si je reviens ici où j'étais, où est-ce que j'étais? J'étais là. Je peux maintenant importer ça.
Voilà. Bien sûr, il ne va rien se passer quand je vais cliquer, mais c'est juste parce que pour le moment, il n'y a rien à l'intérieur. Alors là, pourquoi est-ce qu'il affiche ça? Pourquoi est-ce qu'il affiche du rouge là? Normalement, après Material Page Root, ouais, là, c'est un point virgule parce que c'est un appel de méthode que j'ai fait. Voilà. Donc là, c'était pour la partie Gesture Detector. Comme je l'ai dit, on aurait pu directement retourner nos éléments, mais là, je retourne un Gesture Detector. Et le Gesture Detector, il ne faut pas oublier, c'est un widget, donc forcément, il a des enfants. Donc ici, il aura donc un truc child, et c'est dans le child, il aura un élément child, et c'est dans ce child que nous, on va construire ces éléments-ci. Donc, un child, il correspond à quoi? Il correspond à un de ces éléments. OK? Il va correspondre à un de ces éléments-ci. Et cet élément-ci, on le voit bien, il correspond à une... Il correspond on va mettre une hauteur. La hauteur va correspondre à quoi? On met screen width et on met fois 0.6. Vous dit qu'il prend 60% de la largeur de l'écran en hauteur, 0.6 pardon. Et en largeur, on va diviser l'écran. On va prendre 40% de l'écran, 0.4. Et je vais mettre une couleur rapide, OK, pour qu'on puisse voir. Color. On va mettre la couleur primary. J'ai récupéré theme data en haut tout à l'heure, donc je peux faire theme data.primary color. OK, CTRL-L, CTRL-S. Donc là, non, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. On va regarder. On va rebuilder pour voir pourquoi est-ce qu'il affiche cette erreur-là. Ouais, donc là, pour le moment, ouais, je vois ce que j'ai oublié de faire. En fait, lorsqu'on définit le list view dans le builder, il faut définir la direction dans laquelle on souhaite scroller. Donc ici, je vais mettre un scroll direction axis dot horizontal. Je veux qu'il scroll à l'horizontale. OK. Scroll à l'horizontale. Là, donc là, on voit bien que ça se roule à l'horizontale, mais les différents éléments ne se voient pas encore. Donc, pourquoi est-ce que ça ne se voit pas? C'est parce que ce container-ci, on a les trois containers qui se chevauchent. Je vais mettre un padding, je vais entourer les trois containers d'un padding, et normalement, on devrait les voir qui sont séparés là. Donc là, on a bien les trois éléments qui sont là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher le titre ici. Donc, on va au moins s'afficher le titre. Après, on va passer aux questions. De toute façon, vous aurez vu la logique. Donc, dans mon container, j'ai défini ça. Puis, je vais faire un border radius. Vu que je suis dans un container, je peux utiliser une décoration. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait utiliser, quand on est dans un container, on peut utiliser une décoration. C'est ce qui est cool avec Flutter, c'est que tu peux vraiment manipuler l'écran, les pixels que tu as à l'écran d'une façon vraiment poussée, quoi. Donc, si j'aurais dans Decoration et je vais utiliser un box Decoration, comme on l'a fait tout à l'heure, box Decoration. Et dans box Decoration, je vais définir un border radius. On l'a fait tout à l'heure, on aurait pu juste aller copier-coller border radius dot all et je vais mettre un border radius circulaire. Bon, non, c'est radius.circular. Radius.circular et je vais mettre 10. Parce que si je mets plus de 10, ça sera beaucoup trop rond. J'oublie pas de mettre mes virgules.
CTRL Alt L. Ouais. Alors là, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait? Decoration. Alors, il me dit cannot provide both a color. Ah ouais, c'est parce que en fait, j'ai défini une couleur là. Voilà, il ne me permet pas de définir la couleur à la fois dans le container et à la fois dans la décoration. Voilà, donc si j'enregistre normalement, ok, ça devrait être bon. Et je vais définir la couleur plutôt dans le border radius, dans la décoration, pardon. Color, et je vais mettre colors dot non, theme data dot primary column. Ok, et on a le même rendu. Donc, on a bien les trois éléments qui s'affichent. Alors, pour chaque élément, j'aimerais afficher une couleur, différente. J'ai écrit une petite fonction qui me permet de le faire. C'est juste un check sur le modulo. Hein. Vu qu'on a un ensemble d'éléments, on check juste l'index, et dans le cas où l'index est modulo 3, alors on met pink ou accent ou ceci. Donc c'est la même chose que je vais faire ici. Où est-ce que j'ai mis cette couleur-là déjà? Ouais, c'est là. Donc ici, je vais appeler juste cette fonction-là que j'ai appelée getColor. Voilà, et je vais passer l'index et theme data que l'on a déjà, CTRL L, CTRL S. Ouais, là c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, et là, pour revenir à la fonction, j'ai juste fait un if index modulo 3 égale à 0, bah, je retourne pink. Si c'est 2, je retourne accent. Sinon, je retourne primary column. Et c'est exactement ce qu'il a fait là. Ouais, je disais, je vais juste afficher le texte rapidement. Alors, je suis dans ce container-là. Il ne faut pas oublier qu'on est en train d'afficher un élément. Donc, je suis dans ce container-là et ici, on a notre activité là. Donc, si je veux afficher le texte, qu'est-ce que je vais faire? Je me place dans le container et je décris, j'aurai un enfant. Alors, on va utiliser quoi comme enfant? Bon, on va mettre un texte simplement. Pas perdre le temps. Je vais mettre un texte et dans le texte, je vais faire quoi? Je vais mettre activity.name. OK? Si je mets activity.name, là, on voit bien qu'il y a le nom de l'activité qui s'affiche pour les trois éléments, OK, qui apparaît dans mon modèle. Si j'ouvre mon modèle là, dans l'activity model, on voit bien que j'ai trois noms. Là, j'ai un nom, Trip to Paris today and Landflower. Donc, si je reviens là, je vais styler un peu ça et je style avec l'attribut style qui prend qui accepte un élément de type textile, et dans textile, je peux définir un ensemble d'éléments. Je change d'abord la couleur, je mets colors.white. Je vais aussi changer rapidement le font width parce que ça me plaît pas trop petit comme c'est là. On va faire font width et on va utiliser font width W300 pour voir ce que ça donne. CTRL S. Voilà, ça donne ça. On va changer, on va mettre à 6 pour que ça soit beaucoup plus gras. Voilà, pourquoi pas un 9? Mettons un 9. Voilà, donc on a ça. Puis on va mettre un petit padding. On voit bien qu'il y a un padding là, c'est pas placé là. Donc on va créer un padding là et là. Donc je vais entourer tout ça par un padding et je vais créer un padding uniquement là et uniquement là. On voit bien que c'est seulement à gauche et au-dessus. Donc qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas. Bon, je vais juste redémarrer. Voilà. Donc, je vais me placer là autour de mon textile et je vais entourer ça d'un padding. Wrap with a padding. Alors, dans mon padding, comme j'ai dit, ce n'est qu'à gauche et en haut qu'on aura un truc. Donc, je vais mettre des trucs beaucoup plus customisés. Alors, on va mettre left. Alors, à gauche, on va mettre 20.0 en haut, top. On va mettre, c'est beaucoup plus grand en haut, on va mettre 40.0. Je ne sais plus, j'avais utilisé quelle valeur déjà. Attendez que je vérifie rapidement. Je ne sais plus quelle valeur j'avais utilisé.
Parce que là, je suis même plus dans mon code. Pas grave. On va utiliser 20, 40 et en dessous, ici, c'est 0. Donc, si je mets bottom là, 0 et right, 0. Voilà, CTRL L. OK. Donc, on a ça qui est bel et bien déplacé. Puis, je vais profiter des 4 minutes qui me restent là pour ajouter ces petites lignes-là. Tu vois, c'est fait 10. Cool. On fait quand même ça avant de s'arrêter. Pourquoi est-ce que cette histoire ne fait que partir? Donc, nous sommes là et je suis toujours dans mon container. Et là, mon child, c'est un padding. Mais là, pour le moment, on n'a que ça qui est affiché. Alors, quelque chose, si je veux rajouter des trucs, il faut que je sois dans une colonne. Quand je regarde là, on voit bien que je suis dans une colonne. On voit bien que je suis dans une colonne, donc il va falloir que je transforme ceci, cet enfant-ci qui ne contient que le texte en une colonne. Et ça, c'est aussi simple que bonjour. Je me place juste là, Alt, Entrée, et je fais Wrap with Column. Et là, il m'a créé ma colonne. Et il a automatiquement défini Children. Donc, je vais revenir ici en dessous. J'ai besoin d'un petit padding. J'utilise quoi? Un size box. C'est déjà automatique. Je viens là, je définis mon size box. Et dans mon size box, je vais mettre une hauteur parce que nous sommes en vertical. Je vais mettre une hauteur de 20, c'est environ 20. Et vous rappelez, on a fait cette ligne-ci tout à l'heure en haut. Donc, je vais juste aller copier ce code-là. On l'a fait dans quoi? Dans Activity Screen, là. On l'a fait quelque part là. Voilà. Non, c'est pas là. C'est là. Voilà. Container, on va juste copier ça. OK. CTRL-C. On va juste copier ça et on revient où l'on était. On était là. Ouais. Après le size box, on était là. Et je vais copier ma petite ligne. Voilà. Cependant, la largeur sera pas peut-être la même. La largeur sera pas la même. Il faut que je regarde. On voit ce que ça donne déjà. Ouais, la largeur, c'est pas la même. Et ça se voit presque pas. C'est gris. Moi, je vais mettre ça en blanc. Je vais mettre ça en blanc. OK. Je vais enlever la largeur. Je sais pas vraiment à quoi ça me sert. Voilà. Super. Et alors, pourquoi est-ce que mon texte il s'est déplacé? Je vais juste remettre ce texte-là, puis on va arrêter la pratique. Ce texte-ci, je veux qu'il soit là au bout. Je ne veux pas qu'il soit centré. Alors, il se situe dans cette colonne. Et pourquoi est-ce qu'il s'est déplacé? Qu'est-ce que je peux bien faire pour qu'il revienne au début? Bah, je vais mettre ça dans une ligne et je vais demander à la ligne de le forcer à s'aligner au début. Je vais mettre ça dans une ligne et je vais mettre un main axis alignment main axis alignment dot start. En croisant les doigts, ça devrait arranger la chose. Voilà, super. Donc, bon, je vais rajouter un petit padding en dessous de add task là parce que c'était pas. Si je reviens à Activity Screen avant d'afficher mon carrousel, je vais rajouter un petit padding là, ou bien je peux juste emballer mon texte. Donc, soit je rajoute un size box ici, soit j'emballe mon texte dans un padding. OK, et je mets là 10 qui me rajoute un peu d'espace. Voilà, là, il m'a rajouté un peu d'espace, c'est beaucoup plus nickel. Alors, tant d'éléments que je voulais dans cette liste-ci, OK, et d'ailleurs, je peux me mettre d'autres éléments qui scrollent comme ça dans cette liste. Je peux même rajouter d'autres éléments qui scrollent encore ici. Vraiment, ce que vous pouvez faire, c'est indéfini, quoi. Pour le moment, si je clique là, il va sur une autre page qui est vide. Pourquoi? Parce qu'on a mis un gesture detector qui retourne vers quelque chose qui est vide. Mais si je clique sur retour, il revient là. Donc, ouais, on ne pourra pas tout afficher. Du moins, j'espère que ce qu'on aura fait vous aura au moins donné l'appétit pour pouvoir continuer à travailler sur ce type d'éléments.
Juste avant de redonner la main, ce que je voulais dire, c'est que il y a ces petites applications-ci sur lesquelles je travaille. Bon, comme je le disais, je publie constamment des éléments concernant cette application-là pour ceux vraiment qui sont intéressés. Ça me permet de faire des trucs vraiment intéressants. Et qui, juste parce que je me voilà. Ou bien est-ce que je l'ai dans ma machine? Attendez, je regarde dans ma machine. 0, service tech. Désolé si je prends du temps, hein, je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Je sais pas si c'est la dernière version ici. Qu'est-ce qui s'exécute pas? Donc c'est en fait, comme je disais, c'est bon, ça c'est pas déjà la dernière version. Mais bon, c'est pas grave. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'avoir une application qui rassemble des événements autour de la technologie GraphQL. Ça, c'est la partie pour les jobs. Et il y a une autre partie pour les événements. Il y a une autre partie pour les articles. Il y a une autre partie pour... ouais, c'est ça, articles, événements et jobs. Donc, il y a des jobs qui sont aussi en remote. Donc, ce sont des vraies données que je récupère et que j'implémente. J'ai utilisé Firebase pour l'authentification et vous pusher, en étudiant ensemble, en ouais, si on peut intégrer et tout. Le but, c'est vraiment de faire monter en compétence ceux qui souhaitent monter en compétence sur le sujet. Et entre parenthèses, j'utilise les API GraphQL à l'intérieur pour ceux qui s'intéressent à GraphQL. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Donc, si vous avez aimé, si vous êtes intéressé, bah, voilà un bon point de départ que vous avez et on pourra avancer dessus, ensemble. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais arrêter le partage et Noélie, je te repasse la main et tu organises, tu prends les questions, tu me dis comment est-ce qu'on fait pour répondre aux questions. Ok, merci déjà, Philippe. Donc, pardon, merci pour ton échange, ta présentation, très belle présentation. Félicitations à toi. Okay. Quand la passion prend le dessus, justement, une ne peut pas forcément contenir Ouais. notre... Et merci beaucoup. Donc, pour ouvrir le bal des questions déjà, moi j'avais une question qui me trottinait par la tête là, vu que nous sommes à la découverte justement de Frère. Donc, pour moi, c'est l'occasion de faire cette différence-là. Sinon, la question que je pose est la suivante. Quelle est la différence entre Flutter et Dart? Quelle est la différence entre Flutter et Dart pour déjà montrer cette différence-là clairement à toutes les personnes qui souhaiteraient débuter avec Flutter? Merci. OK. Et ensuite,
Désolé de te couper. Pour la suite, je pense qu'il y a déjà des questions dans Dans, les échanges. moi, ouais, j'ai remarqué. On va prendre deux autres questions après cela. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros pour poser les questions directement. Et même ceux qui sont sur Facebook, vous avez la possibilité de poser des questions. Je vais me charger de les retransmettre. Merci. D'accord, ok, ça marche. Alors, pour répondre à ta question, il faut voir, bon, je pense que c'est une question que beaucoup d'autres personnes se posent. Il faut voir Flutter et Dart comme Android et Java, ou bien Android et Kotlin. Donc, Dart, c'est le langage de programmation qui est utilisé pour pouvoir créer des applications Flutter. Comme je l'ai montré tout à l'heure dans le framework, j'ai pas, bon, je vais repartager rapidement pour que vous puissiez voir. Comme je l'ai montré tout à l'heure dans l'architecture basique générale du framework là, la couche supérieure qui est implémentée en Dart. Là, nous avons les packages material, les widgets material ou Cupertino que l'on utilisait tout à l'heure. Et là, nous avons les widgets. Et nous utilisons dans le framework le langage de programmation Dart pour interagir avec ces éléments-là. En dessous, il y a bien sûr des moteurs beaucoup plus spécifiques qui sont en C, C++ et ces éléments C qui sont propres aux différentes plateformes que nous utilisons. Dans la différence principale, c'est que Flutter, c'est le framework qui est constitué de librairies qui ont été programmées en Dart, d'éléments qui ont été programmés en C++, et le Dart, c'est simplement le langage de programmation qui nous permet d'interagir avec ce framework-là. Voilà. OK. Voilà. Donc, je vais regarder les autres questions, commençant par les plus anciennes. Une question, un commentaire de Pablo où il dit un peu comme avec les appli chains, lorsqu'il y a une modification au sein du code du design avec Java Native chez Android Studio. Oui, alors c'est juste que c'est beaucoup plus rapide avec Flutter, comme vous avez pu le remarquer, c'est beaucoup plus rapide. Et ouais, c'est tout ce que je pourrais dire en fait, c'est que c'est vraiment beaucoup plus rapide. Et oui, avec Android Studio, quand je travaille avec du Java natif, ça aussi tu peux le faire. Mais sur Flutter, c'est beaucoup plus rapide. Et un autre élément cool que j'ai oublié de vous montrer, ça vraiment serait bizarre que je finisse sans vous montrer cela. Là. En fait, on peut utiliser l'outil. Comment est-ce qu'on fait pour débugger quand vous travaillez? Vous pourrez. Là, il y a Flutter Outline, Flutter Inspector. Donc ici, j'ai l'architecture de mon écran. Et si je clique sur ce petit bouton-ci, je peux déboguer mon application. Donc si je clique là, je vois effectivement où je suis. OK, je peux voir les différentes valeurs des différents éléments que j'utilise. Là, on peut par exemple voir que la couleur, c'est la couleur blanche. Donc s'il y a un truc qui va pas bien dans mon projet, je peux cliquer là. Je peux cliquer où je veux pour voir vraiment quelles sont les valeurs qui sont utilisées. C'est comme du debugging pendant qu'on est en train de coder. Donc, ouais, c'est ça. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et qui m'aide assez souvent. Voilà. Et aussi pour la rapidité de développement, c'est vrai que ça, j'avais un peu fait ça au début, mais avec Android, pour avoir fait du Android déjà dessiné, il va d'abord falloir dessiner ces interfaces-ci dans les fichiers de layout.xml, puis utiliser ces fichiers, puis importer ces fichiers de layout.xml dans les activités pour pouvoir leur donner vie. Alors que là, dans Flutter, on le fait en une seule fois. Donc ça, c'est vraiment un avantage assez intéressant. Autre commentaire, ils essayent de faire, ce n'est pas encore top. Alors, je comprends pas trop ce que Carnot voulait dire. On voit notre commentaire. Je dirais, si tu fais du C, tu peux pas mal t'en sortir. Je suppose que c'était un commentaire de personne. On ne voit pas l'écran, ça c'est fait. Bonsoir à tous, salut Philippe, on ne voit pas l'écran, bonsoir à tous, quelqu'un peut informer, hello, bonsoir à tous, ok. Alors, il disait que le son est entrecoupé. Ah non, je parle avec d'autres. Question pour la fin. Pour le hot reloading, si je ne me trompe, avec l'exemple tout à l'heure, l'incrémentation du compteur, c'est
toute la page qui est rechargée à chaque reload. Pour ceux qui n'ont pas de téléphone assez performant, cela ne va-t-il pas poser de problème? Alors, c'est toute la page qui est rechargée effectivement, mais comme je l'ai présenté en tout début, entre Flutter et l'outil de rendering et l'outil de rendering, c'est-à-dire l'outil qui permet d'afficher les composants à l'écran, il n'y a pas de bridge, il n'y a pas de conversion. Donc, Flutter, c'est lui-même qui se charge de pouvoir afficher les éléments à l'écran. Il ne passe pas par une WebView, il ne passe pas par un pont à JavaScript ou bien quoi que ce soit. Il appelle directement les éléments de la plateforme du système pour pouvoir afficher ces éléments-là, tels qu'on l'a vu dans l'architecture tout à l'heure. Donc, c'est un peu comme si tu développais avec du code Android natif ou bien du code iOS natif. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, de nos jours, actuellement, parmi les frameworks Flutter, c'est l'élément le plus rapide. Et tu peux aussi faire du profiling lorsque tu développes une application pour voir si ton application elle est performante ou pas, si elle consomme un peu trop de performance ou bien si elle consomme beaucoup moins. Donc ça, c'est pour répondre à ta question. Oui, c'est toute la page qui est rechargée. Alors, quand on dit toute la page, il faut préciser que c'est uniquement l'élément qui est stateful. Donc, si dans ma page, j'ai plusieurs widgets, si dans ma page, j'ai plusieurs widgets, par exemple là, ok, là j'ai plusieurs widgets, cet élément-ci, c'est-à-dire si je définis, si je ne sais pas si je l'ai défini comme maintenant, je l'ai défini comme un stateless. Alors, ce qui est passé, c'est uniquement cet élément-là qui va recharger. Donc, si tu sais qu'il y a une partie de ton application qui se recharge assez fréquemment, comme par exemple on suppose, ouais, on va dire cette partie-là, par exemple, où tu as ta to-do list, je reviens sur le design pour te montrer, cette partie-là va se recharger assez fréquemment, tu vois. Donc, ce que tu fais, c'est que tu définis uniquement cette partie de la page dans un widget que tu mets à côté. Donc, ce n'est pas tout l'écran qui se recharge, c'est la partie de l'écran que tu as défini comme un stateful widget qui sera rechargé. Voilà. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment de souci, c'est gérable, quoi. Autre élément, je vais revenir dessus. Alors, je suis obligé d'arrêter le partage pour voir les questions, hein, sinon j'aurais bien laissé le partage. Autre élément, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouh là là, la version light, mes yeux morts de rire. Je n'ai pas trop compris. Merci beaucoup pour la compréhension. Ah d'accord, ok. Bah, je crois que c'est tout pour les questions. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok, Philippe, on termine avec la dernière question sur Facebook. Il y a Canel Ulrich qui pose une question qui est la suivante. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite développer une application responsive? Une application responsive avec Flutter. Déjà, Flutter, moi je dirais, tu n'as pas à te casser la tête à te poser la question est-ce que mon application elle sera à destination d'Android TV par exemple, ou est-ce qu'elle sera à destination de tablette, est-ce qu'elle sera à destination de mobile, tu vois, tu n'as pas à te casser la tête avec ça. C'est vrai que pour des applications, des fois, il y a vraiment une modification d'interface graphique drastique. Par exemple, sur Android TV, on suppose que je suis en train de mettre ce to-do list en place. Peut-être les éléments seront affichés de façon verticale et pas de façon horizontale. Tu vois. Là, effectivement, tu vas devoir checker, par exemple, la taille de l'écran, comme on le fait, que ce soit avec des media queries dans le CSS ou bien avec Android. Mais sinon, normalement, de base, pour une application, tu veux faire une application responsive avec Flutter, tu peux parfaitement le faire. Déjà que pour récupérer les données de l'écran, c'est pas compliqué. Tu as vu, je l'ai fait là en une ligne de code tout à l'heure. J'ai utilisé un media query. J'utilise un media query.size pour récupérer la taille de l'écran. Et en fonction de cette taille, tu affiches tes éléments dans une disposition ou bien dans une autre. Flutter est parfaitement flexible et tu peux faire de cela vraiment ce que tu veux. Il faut juste de la pratique et ça finira par venir. Voilà, donc je te conseille Flutter. Donc si tu peux utiliser Flutter, vas-y, utilise. Et la courbe d'apprentissage n'est pas très longue. Donc Flutter, tu t'assois en 10 jours,
tu auras déjà une bonne connaissance de ce que c'est déjà niveau interface graphique. Mais il n'y a pas que l'interface graphique, il y a aussi tout ce qui est logique. Mais si tu réussis à le faire avec d'autres langages de programmation, tu le feras assez facilement avec Flutter. Voilà. Parfait. Et là, moi, ça m'envoie sur la question bonus, la toute dernière. Du coup, Flutter, sinon, Flutter essaie de s'appuyer aussi sur la partie web, sinon s'orienter sur le web. Tu pourrais nous toucher quelques mots sur ce point. Alors, Flutter a son SDK pour le web, tu vois. Je l'ai montré tout à l'heure en début, je disais que Flutter a son interface, a son SDK, pardon, son Software Development Kit for the web. Donc, si tu veux développer pour le web, alors où est-ce que j'ai vu ça? Si tu veux développer pour le web, il va falloir que tu suives juste la documentation pour pouvoir développer sur le web. Alors, je sais pas où j'ai vu ça. Il y a le SDK à télécharger. Il y a un SDK à télécharger pour le web. Je crois qu'il est différent de celui du mobile. Moi, personnellement, je n'ai pas encore testé sur le web. Ouais, il y a un onglet ici, Building a Web App. Voilà, donc pour télécharger, tu télécharges aussi le SDK. Flutter SDK, c'est Flutter SDK, Chrome. Donc, il y a un ensemble d'éléments que tu dois télécharger et après, tu te lances. C'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est pareil, c'est ça en fait, c'est ce lien Building a Web Application with Flutter. Donc, tu peux construire ton application web avec Flutter. C'est juste que là, tu vois, je pense que c'est pas encore vraiment top, c'est-à-dire c'est pas encore vraiment très utilisé. Je pense que des gens vont utiliser cela de plus en plus et en fonction du retour d'expérience, on va voir ce que ça va donner. Mais l'élément vraiment sur lequel j'insiste, vraiment pour ceux qui sont encore là et pour ceux qui écoutent, l'élément vraiment sur lequel j'insiste, c'est que il faut savoir que le système d'exploitation va utiliser ce framework-là pour pouvoir développer des applications. Et lorsque Android est sorti, par exemple, ceux qui savaient développer sur Android se sont fait du blé. Là, je veux vraiment utiliser les termes que les gens n'aiment pas trop utiliser, mais tout est vraiment question d'argent. Moi, je me suis lancé dans Flutter parce que je me dis, il va falloir que je me fasse de l'argent avec ce truc. Tu peux faire une application avec Flutter facile en une semaine. Tu as vu ce que j'ai fait là? Je fais ça quoi, en 1 heure de temps. Ok. Tu peux faire une application facile à Flutter en une semaine. Bien sûr, ce qui n'est pas vraiment poussé. Si c'est vraiment poussé, tu t'y mets, tu peux le faire en 2 mois. Vraiment, la vitesse de développement est époustouflante. Moi, je le dis parce que j'ai eu à faire des applications de la sorte. Des fois, sur LinkedIn, je publie ce que j'ai fait en 24 heures. C'est-à-dire, je me lève un dimanche à 9 heures, je travaille jusqu'à minuit, bien sûr, avec des pauses, jusqu'à minuit. Et après, quand je vois ce que j'ai fait, je suis dépassé, quoi. Parce que c'est vraiment, tu te retrouves en train de faire des trucs de ouf. Et quand ce système d'exploitation-là va sortir, étant donné que tu auras déjà 3 ans, 4 ans d'expérience et que beaucoup de personnes vont adopter cela, on va commencer à dire on a besoin d'un développeur Flutter. Tu vas voir des entreprises vont commencer à dire on a besoin d'un développeur expert Flutter, tu vois, et pour les entreprises le plus souvent experts, c'est à partir de 5 ans, tu vois. Et là, tu auras tes 5 ans d'expérience, tu auras gagné sur tous les plans. Parce que ça, vraiment, ça ne te coûte rien du tout. Tu peux apprendre, n'importe qui peut apprendre à développer sur Flutter. Vraiment, ça ne te coûte rien du tout. Tu te donnes 2-3 heures par semaine. Et en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu sauras vraiment rôder. Et ça va te permettre de gagner des petits marchés un peu de partout. Tu commences à postuler auprès des entreprises locales ou bien, je sais pas, je te propose de développer leur application et quand ils vont voir le beau résultat que tu vas leur présenter, bah, c'est comme ça que tu vas devenir assez connu, quoi. Et c'est comme ça que tu vas te faire du blé. Donc, ça, c'est vraiment l'aspect financier de cette techno et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est vraiment ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Vraiment, pour ceux, j'ai pas abordé cela, mais je sais, en fait, tout du développement, c'est pas uniquement par passion, c'est parce qu'on veut aussi mettre quelque chose dans la bouche. Donc, je vous encourage vraiment, si vous voulez vous faire du blé rapidement, commencez à développer avec cette technologie-là. Voilà. Ok, vraiment, merci encore Philippe, merci pour tout. Sachant justement qu'il y a un décalage horaire, nous n'allons pas te retenir pour longtemps. Tu Ouais. as fait assez. Donc, merci. Je pense que Journée du Code Zero Fields
c'est la même vision, c'est aussi la même passion. Donc, certainement qu'on se reparle et puis merci pour cette session, pour je dirais, notre initiative. Donc, je pense que merci à toi, chapeau pour tout ce que tu fais et on se reparle comme je le disais. D'accord, il n'y a pas de souci. C'est moi qui te remercie, du moins c'est moi qui vous remercie de m'avoir contacté, de m'avoir permis de me faire un truc de la sorte, quoi. C'est vrai que je fais souvent des vidéos sur YouTube, des petits trucs et tout, mais pouvoir partager avec les autres, ce n'est qu'un pur plaisir et ça sera toujours un plaisir, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Prochainement, un autre thème, une autre idée, tu me contactes, on se cale une dispo et je le fais, quoi. Donc, ce n'est qu'un Parfait. plaisir. Parfait. Allez, on passe une très bonne nuit et puis voilà. D'accord. Ciao, à plus. Ok, au revoir tout le monde pour vous que vous suivez. Merci d'avoir suivi cette session-là. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous souhaitez parvenir sur l'événement. Et puis voilà. Merci. Ciao.